On vient de sortir du salon Rétromobile, c'était une semaine vraiment chouette, on a rencontré plein de belles personnes. Et maintenant, on est chez Marc de l'entreprise Chauffage Autonome qui va nous installer le chauffage Eberspecher. Et donc on va voir avec Marc un peu toutes les spécificités, on va lui poser des questions sur voilà, toute l'installation, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que c'est possible de le faire soi-même, jusqu'où ça monte, comment ça se passe exactement. Donc est-ce que tu pourrais te présenter Marc Bonjour. Alors écoute, moi je suis un voyageur qui était ambassadeur Eberspecher et au bout d'un certain nombre d'années, une quinzaine, j'ai décidé de distribuer et vendre les produits Eberspecher, de créer du coup chauffageautonome.fr, un site qui va arriver un jour, voilà, pour faire bénéficier pas mal de gens de l'expérience que j'ai pu avoir sur les produits, sur les installations. Donc, depuis 2018, moi j'installe les produits Eberspecher en Ile-de-France, côté de Cergy-Pontoise. Eberspecher France m'a confié la lourde tâche de m'occuper de vous, de votre installation. On va être là 2 jours pour finaliser une installation d'un hydronique. C'est un chauffage au gasoil mais qui va chauffer de l'eau. Et c'est cette eau qu'on va faire circuler dans plusieurs appareils qui vont apporter de l'eau chaude, du chauffage et un préchauffage moteur. Voilà, sur un appareil, on va réussir à relier plusieurs, du coup, un produit compact, réussir à réunir plusieurs fonctionnalités utiles aux voyageurs. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu chaque élément? Ouais. Donc l'élément principal, c'est la chaudière. Donc la chaudière, ça c'est la dernière génération, donc c'est l'hydronique S3. Dessus, on a la possibilité, on ne l'a pas fait encore parce qu'on ne sait pas quel type d'installation, mais de sortir droit ou coudé. En fait, c'est une petite chaudière au gasoil dans laquelle on va créer une flamme en amenant du gasoil qu'on va prélever dans le réservoir directement avec cette petite pompe. On va faire du goutte à goutte dans la chaudière. Dans la chaudière, on va créer une flamme. Donc on aura des gaz d'échappement. Donc là, il y a une notion de sécurité qui est importante pour ne pas vous intoxiquer. Donc c'est quand même possible de le faire soi-même ou... Alors c'est possible de le faire soi-même, hein, c'est du bon sens. Maintenant, le constructeur se préserve en termes de garantie. La garantie constructeur saute si tu le fais toi-même, souvent. Le cas, c'est ça. Parce qu'il y a des notions de sécurité, de mise en danger de vous en premier, et du produit, si c'est pas monté correctement. Après, la notice est bien faite. Là, on est chez des marques qui sont très sérieuses. Une marque qui est sérieuse, du coup, il y a une notice qui est quand même conséquente. Après, nous, installateurs, on a des outils qui sont les outils informatiques. On a un logiciel qui nous permet de contrôler tous les paramètres, de le paramétrer, de l'amorcer, de vérifier pas mal de choses au moment de la mise en route. On a fait des formations, donc on a quand même une expérience aussi. Et puis, si on en monte qu'un, on va mettre du temps, c'est compliqué, il y a beaucoup de notions qu'il faut comprendre, la gestion des flux dans la thermodynamique, enfin dans le moteur, en termes de série, derrière la chaudière, qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met d'abord le moteur? Est-ce qu'on met l'aérotherme? Est-ce qu'on met l'eau? Quelles sont les fonctions qu'on va prioriser? Voilà, il y a plein de notions qu'il faut intégrer. C'est pas toujours évident pour un novice de le faire, mais ça reste possible et c'est avant tout du bon sens. C'est pas des choses très compliquées à installer, mais il faut beaucoup de bon sens pour toujours préserver et la sécurité et je sais pas, on est sur un circuit à eau, la hauteur du vase d'expansion, enfin la chaudière doit forcément être sous le vase d'expansion d'origine, puisque là on va mettre ton moteur, donc on peut pas mettre la chaudière n'importe où. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. On est sur un véhicule 4x4, il faut que la chaudière soit protégée quand tu vas traverser des gués, quand tu vas prendre de la terre, du coup ne jamais mettre la mission d'air dans le sens de la marche par exemple, ça va remplir ta chaudière de terre ou de boue ou d'eau. Voilà, il y a plein de petites choses, de notions comme ça qui paraissent stupides quand on en parle, mais si tu oublies de les appliquer, ce qui peut arriver souvent, du coup tu peux arriver à un fonctionnement du produit qui est moins bon. Plus l'installation est limite, moins la chaudière va démarrer à des températures faibles. Une chaudière bien installée, elle est donnée pour moins 40 degrés maintenant. Plus tu vas amener de petits soucis, de petits trucs, elle va démarrer, au lieu de démarrer à moins 40, elle va démarrer à moins 20, tu fais tel problème, elle va démarrer que à moins 10. Voilà, ça va fonctionner à la température normale, mais à moins 20, on va commencer à avoir les petites différences techniques qui font que tu as une installation qui est optimisée ou pas. Ok, et donc là, ça se chauffe l'eau. Donc là on est sur la chaudière qui elle va chauffer l'eau. La chaudière, pour gagner en compacité, on a séparé les 2 pompes qui sont
à côté du coup. Donc là c'est la pompe à gasoil, une petite une pompe magnétique en goutte à goutte. On consomme très peu, une chaudière comme ça on est à 0,6 litres à l'heure quand elle est à fond. C'est un demi-litre à l'heure, c'est vraiment peu par rapport à la puissance générée. Là on génère 5000 watts sur la tienne. Ça veut dire que ton moteur on peut le rendre chaud en 30 minutes à peu près. Tu le mets en route, 30 minutes, 40 minutes après, tu as un moteur qui est à 80 degrés, qui du coup sur une vieille mamie comme ton Land Rover, on arrive à avoir un moteur qui est une mécanique qui est préservée quoi, par un préchauffage moteur en fait. Ah, c'est hyper intéressant. Oui, dans votre cas, ouais, je pense que ça peut aider pas mal de trucs sur les usures. En fait, un moteur, souvent, il s'use quand il n'est pas lubrifié. Donc il va s'user sur les 20 premiers kilomètres. Sur un trajet de 400 bornes, là où il va le plus s'user, c'est sur les 20 premiers kilomètres. Et ben, en préchauffant le moteur, on n'a pas d'usure, on se préserve de cette usure où le moteur il peut lubrifier au début parce que les huiles sont froides. Toute la mécanique est froide, les dilatations ne sont pas encore là et du coup on a des frottements qui ne sont pas optimisés par le constructeur. Ça c'est un produit qu'on retrouve beaucoup chez les pompiers. Par exemple les pompiers ou les SAMU ils doivent partir en vitesse et du coup les moteurs sont maintenus au chaud soit par des résistances mais aussi par ce genre de produit de chaudière autonome qui permet de maintenir l'eau du moteur en permanence à température, ce qui permet pour un pompier qui doit partir en intervention très vite de taper dans le moteur dès le début. Et donc ça, c'est ce qui permet de chauffer de l'air via le système d'eau chaude, c'est ouais. Ça ? Alors nous, donc cette chaudière, elle chauffe de l'eau, elle va chauffer du liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement, c'est ce qu'on appelle notre fluide caloporteur. C'est le fluide qui va porter des calories. Et les calories, on va aller les distribuer du coup sur un aérotherme. Celui-ci, c'est un modèle 4000 watts. Alors un aérotherme, merci. C'est en fait tout simplement un radiateur dans lequel on va faire circuler l'eau. Alors c'est un circuit assez complexe, hein. L'eau elle passe dans tous les sens parce qu'on veut obtenir un maximum de surface d'échange. Donc l'eau elle passe sur ce radiateur et pour obtenir de la chaleur, en fait, on va insuffler de l'air via deux ventilateurs. Là c'est un modèle 4000 watts, un modèle 2000 watts mais il n'aura que un ventilateur. Là on a deux ventilateurs qu'on va contrôler avec deux vitesses et on va réussir à travers ça, à créer un échange et restituer des calories à l'air, en fait, tout simplement. Le fluide caloporteur, on va donc le passer dans le moteur en préchauffage moteur. Là, c'est la fonction préchauffage de ton habitat, de la zone de vie. Et là, c'est un échangeur à plaques. On a choisi dans ton cas de mettre un échangeur à plaques pour un gain de place, duquel on va avoir deux circuits qui vont être notre circuit primaire, qui est celui chauffé par la chaudière ou par ton moteur. Et qui vont réchauffer un deuxième circuit qui sera celui de ton eau sanitaire qui va du coup ton eau sanitaire, ce qui va te chauffer ta douche en fait tout simplement. Enfin, ton eau sanitaire, donc laver les mains, la vaisselle, en fonction de la distribution d'eau que vous allez faire, vous allez pouvoir déjà vous doucher chaud, peut-être faire la vaisselle chaude ou d'autres choses. Ouais, la vaisselle chaude, ça va nous changer du J7. Pour laver les poils grasses avec de l'eau froide, voilà, c'était pas évident. L'eau chaude, c'est souvent un peu plus pratique. Ouais. Et donc ça, c'est un système qui fonctionne jusqu'à quelle altitude à peu près ? Alors là, on est sur un modèle récent, le D5, avec la commande, on est à 4000 mètres d'altitude, la correction altimétrique. En fait, plus on va monter en altitude, moins on va avoir d'oxygène. Pour créer une flamme, on est obligé d'adapter la flamme à la quantité d'oxygène présente. Donc en fait, sur la commande, on a un capteur d'altitude qui nous permet d'amener une information à la chaudière qui va limiter en fait la fréquence de pompe. On va envoyer moins de gasoil. Plus on va monter, moins on va envoyer de gasoil. C'est pas une flamme qui va s'encrasser puisqu'on aura envoyé moins de gasoil. On aura envoyé le bon ratio de gasoil par rapport au ratio d'air qu'on va trouver en fonction de l'altitude. Celui-ci il est optimisé jusqu'à 4000 mètres. Ok, ouais, ça laisse... De 0 à 4000 mètres, donc ça laisse Bolivie 1, ce serait encore un peu limite. Ouais. Mais tout le reste du monde, vous êtes capable d'avoir un produit qui fonctionne de manière automatique, il n'y a rien à faire pour le fonctionnement en altitude. Et au niveau de l'entretien, vu qu'il y a quand même de l'encrassement qui peut se faire, ça se passe comment ? Ouais, on consomme du gasoil. Alors globalement, la chaudière, elle s'auto-nettoie. Quand on éteint la chaudière, pendant 1 minute, on a la bougie de préchauffage qui va se remettre en route pour préparer le prochain démarrage.
Et donc il n'y a pas d'entretien particulier, le seul truc qu'on vous demande c'est de le faire tourner 20 minutes une fois par mois, de ne pas le faire tourner, de le faire tourner en fait, un chauffage qui s'entretient. Et après en termes d'entretien, moi je n'ai pas de préconisation particulière, je recommande, en fait le chauffage il va fonctionner sur 2 démarrages, tant que votre chaudière elle fonctionne sur un démarrage, vous êtes parfait. Si elle se met à démarrer régulièrement sur le 2e démarrage, et ben là, on va commencer à s'inquiéter. On va se dire qu'il y a un entretien à faire. Mais tant qu'on n'a pas ce souci d'être régulièrement sur le 2e démarrage, il n'y a rien à faire. Donc il y a des clients que je revois au bout de 10 ans. Globalement, les premiers entretiens pour les gros utilisateurs, c'est plutôt au bout de 2 ans, 2-3 ans. Et ensuite, sur des gens en loisir, ça peut être 10 ans, j'en ai là dernièrement, c'était 17 ans. Le chauffage n'a jamais été entretenu pendant 17 ans, mais elle fonctionnait toujours. Bon, voilà. Donc ces générations-là, voilà, premier rendez-vous au bout de 2-3 ans, pas avant, et enfin pour des gros utilisateurs, puis après ça peut être bien plus tard. Ouais, donc ça reste des modèles qui sont très fiables. Oui, hyper intéressants quand on part à l'étranger pendant longtemps. Quoi. Voilà, normalement c'est des produits qui ont peu de soucis. Si l'installation est correcte, on a peu de problèmes. Et plus on avance dans les générations, plus on a des produits quand même qui sont fiables, optimisés, et en pollution, et en bruit, et en consommation électrique. On arrive à avoir, sur ce modèle-là, il y a un modèle demi-puissance qui peut être intéressant pour la fonction de chauffage. Enfin, on a tout plein de choses qui sont pas mal, qui permettent de limiter la consommation électrique aussi de la chaudière. Après vous avoir présenté le produit dans son intégralité, il est grand temps de l'installer et inutile de vous dire que c'est un sacré casse-tête de tout faire rentrer quand on n'a pas prévu l'espace pour. Et déjà on gagne de la place en dessous pour fixer l'aérotherme. Ouais. Ça permet d'optimiser la place à l'intérieur aussi. Oui, et d'utiliser cet immense espace vide. Heureusement, Marc nous guide et nous imaginons toutes sortes de possibilités afin de trouver la meilleure option. Alors pour que tout rentre, nous décidons de découper la tôle qui sépare le moteur de l'habitacle afin de créer une plateforme de fixation pour la chaudière et y fixer l'aérotherme par en dessous. Bon, c'est le 3e jour d'installation chez Marc pour le chauffage Eberspecher. Et hier, on a créé 7 boîtes ici pour pouvoir venir mettre l'aérotherme dessous. Je vais vous montrer ça juste après. Et donc là, voilà. Pour une petite explication, on a la chaudière qui va venir là. On a l'échangeur à plaques qui va venir juste là. On a tiré toutes les durées de gazole qui sont en dessous. Ça, c'est la chaudière qui sort par ici. Donc il y a quand même pas mal de boulot, c'est pas évident. Franchement, si vous pouvez passer par un professionnel, c'est beaucoup mieux parce que faut penser à plein de choses, faut penser à ce que vous voulez prioriser dans votre installation. C'est pas évident à réfléchir si tu t'y connais pas, ça va prendre beaucoup plus de temps que si tu passes par un pro qui a l'habitude de faire ce genre d'installation. Donc là voilà, nous c'est vraiment notre conseil, passer par un pro. Là tu vois vous pouvez voir que le moteur il est complètement ouvert, il y a de tout partout. Ça peut faire peur, moi j'avoue qu'au début... Avant d'avoir le J7, jamais j'avais touché un moteur, enfin je faisais la vidange, mais voilà quoi. Dès que tu commences à débrancher toute l'arrivée de carburant, que tu commences à débrancher le liquide de refroidissement et tout, tu sais que c'est quand même des éléments vitaux pour ton moteur et t'as pas trop envie de t'y jeter. Donc là voilà, on vous mettra le lien de Eberspecher, les chauffages, tout le site internet. Chauffageautonome.fr, c'est le site internet de Marc qui est installateur chez Eberspecher et Webasto à Cergy-Pontoise, enfin à Osny exactement, juste à côté de Paris. Donc, si ça peut vous intéresser, voilà, il y aura tous les liens dans la description. Bon, ça fait plusieurs mois qu'on a installé notre chauffage, on l'a testé, il est approuvé. Et je profite de cette petite accalmie entre 2 averses pour vous présenter donc le système de chauffage, le moteur, qu'est-ce qu'on a changé là-dedans. Donc voilà la chaudière, c'est une Hydronic S3 de chez Eberspecher et c'est ça qui chauffe notre liquide de refroidissement. Donc ça pompe directement du diesel dans le réservoir, ça brûle le diesel et ça chauffe le liquide de refroidissement. Et après en fait on fait circuler ce liquide de refroidissement via toutes les durées que vous pouvez voir autour pour amener vers différents appareils. Le premier appareil c'est celui-ci, c'est un échangeur à plaques, c'est-à-dire qu'en fait c'est plusieurs plaques qui sont on va dire superposées. Donc vous avez le circuit de refroidissement qui fait comme ça et le circuit d'eau chaude, nous pour l'habitacle, qui fait la même chose, mais bien sûr il ne se mélange pas. Donc ça permet de faire un échange de chaleur et de chauffer notre eau pour l'habitacle.
Et ensuite, via d'autres durites et cette vanne, on va amener le liquide de refroidissement, voilà, via les durites qui sont là-bas à ce chauffage. C'est le Helios 4000, donc c'est un 4000 watts. Et en fait, c'est tout simplement un radiateur avec 2 ventilateurs derrière qui permettent de souffler de l'air à travers le système de refroidissement et donc ça permet de faire de l'air chaud. Et ça, c'est notre chauffage de la cabine. Et alors bien évidemment, si vous faites l'installation vous-même, pensez bien à faire attention à où vous mettez le pot d'échappement de votre chauffage diesel pour pas vous intoxiquer vous-même. En tout cas, si vous avez la moindre question concernant l'installation du chauffage, les équipements, etc., n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Et la semaine prochaine, on vous parlera de l'installation électrique, pourquoi vous avez vu autant de fils rouges dans le moteur, quelle batterie on va mettre, quels équipements on va brancher dessus. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'installation électrique.